Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième et dernière vidéo du chapitre 5 où on va aller cette fois dans le détail sur les différents patrons d'assignation des responsabilités qu'on a à disposition avec Grasp. Cette vidéo va être un peu longue, donc vous pouvez regarder dans la description, il y a un chapitrage pour vous permettre de vous déplacer d'un patron à l'autre si vous voulez revenir sur certaines parties dans le cadre de la vidéo. Alors, comme on l'a dit, les patrons Grasp, ils vont cristalliser du bon sens. Fait que si vous vous contentez d'écouter la vidéo, eh ben, ça va vraiment vous passer au-dessus, parce que, bah oui, la plupart des choses que je vais dire peuvent sembler être des banalités, et c'est en vous rendant compte, via les études de cas, via des exercices, en faisant les petits exercices qu'il y a au milieu de la vidéo pour la rendre interactive, que vous allez vous rendre compte que finalement prendre des décisions de conception, c'est pas si simple que ça, et même si on a le patron, eh ben c'est pas forcément super clair de voir comment on peut essayer de faire mieux que ce qu'on a fait initialement. On va travailler avec un autre exemple que Shoten Toten, parce que c'était compliqué de vous montrer certains patrons sur Shoten Toten qui étaient trop simplistes, on va dire, entre guillemets. Donc on va s'intéresser à un Monopoly. Donc Monopoly, c'est assez classique, on a des joueurs qui se déplacent sur un plateau de jeu qui est composé de cases, et puis les cases, c'est ou des rues qu'on peut acheter, ou un ensemble de cases spéciales qui permettent d'avoir des actions particulières. Alors, pour commencer, le premier patron, qu'on va appeler donc spécialiste de l'information, il attrape une situation particulière qui est à qui donner une responsabilité. C'est une situation très classique, et si vous vous rappelez la définition d'un patron, c'est vraiment ça l'idée. L'idée d'un patron, c'est on prend une situation récurrente, bah dans notre cas, à qui donner une responsabilité, et puis on va essayer de trouver une solution pour cette situation qui a plus d'avantages que d'inconvénients, ce qui nous permettra de la réappliquer au fur et à mesure. Donc, dans ce cadre-là, quand on est rendu à devoir décider de à qui on donne une responsabilité dans notre système objet, eh bien, le patron spécialiste de l'information nous dit de donner la responsabilité à la classe qui connaît les informations pour permettre de faire ça. Je vous propose de commencer par un petit exercice. On est au Monopoly, donc on a des joueurs qui se déplacent sur des cases qui sont disposées sur un plateau de jeu. Là, on identifie à peu près facilement trois objets, la notion de joueur, le concept de case et puis le concept de plateau. Et ce qu'on peut se demander, c'est à qui on va donner la responsabilité d'accéder à une case du jeu, de trouver la case départ, de trouver la case caisse de communauté, ou de trouver la rue de la paix, ou ce genre de choses. Je laisse mettre la vidéo en pause, et puis ben, on voit la solution sur la diapositive d'après. Alors la solution proposée, en appliquant le patron spécialiste de l'information, c'est de se dire, eh bien, c'est le plateau de jeu qui connaît les cases. Parce que le plateau de jeu, il est composé des joueurs, et puis il est composé des cases de jeu. Donc, comme c'est le plateau qui est composé des cases de jeu, c'est lui qui est le spécialiste pour faire la recherche, parce qu'il les connaît toutes. Donc, c'est à lui qu'on donnerait cette responsabilité-là. Comment on représente le fait de lui donner cette responsabilité-là? Bien, c'est parce qu'il aura la capacité de répondre à une méthode find by name, par exemple, où on lui passe une chaîne de caractères qui est la case recherchée, et puis il nous donnera l'instance de tuile en question. Bon, il y a d'autres moyens de faire, mais c'était pour que ça tienne dans la diapo. Donc on a bien notre plateau de jeu qui réalise l'interface de recherche, donc on lui a donné cette responsabilité-là, il est maintenant capable de rendre ce service. Pour récapituler, c'est le patron le plus naturel pour affecter les responsabilités, parce que c'est globalement du bon sens, donc c'est à peu près intuitivement ce que vous faites si vous avez compris tout ce qu'on a raconté dans les chapitres précédents. C'est un principe de base qui repose vraiment très très fortement sur la notion d'encapsulation, parce que si on a bien encapsulé le système, on va naturellement donner la responsabilité de faire des trucs aux gens qui ont les données pour faire des trucs, et on peut donner cette responsabilité à personne d'autre, parce que les autres personnes ne verraient pas ces données-là, parce qu'elles seraient bien encapsulées. Donc, quand vous faites évoluer votre système, quand vous le travaillez, la question qu'il faut que vous vous posiez, c'est qui dispose de l'information pour réaliser cette tâche? Et ben, si j'ai une réponse immédiate à ça, alors c'est à cet objet-là que je dois donner la bonne responsabilité. Si vous vous rappelez la définition d'un patron, ça vient avec des avantages, mais aussi des inconvénients, parce que en génie logiciel, c'est très rare de gagner sur tous les tableaux. Donc, ce qu'on cherche à avoir, par contre, c'est plus d'avantages que d'inconvénients, sinon ça serait une mauvaise solution. Dans notre cas, le spécialiste de l'information, il nous donne des classes qui sont, par construction, cohésives et encapsulées. Encapsulées parce que les traitements sont proches des données dont on a besoin, et cohésives parce que ça va naturellement
mettre des responsabilités ensemble, donc des fonctions et des méthodes qui réalisent ces responsabilités-là, eh bien, elles vont être au sein des mêmes objets. Et ce que ça va aussi nous permettre, et ce qui est très très important en conception objet, c'est de distribuer le comportement à travers les objets. Vous vous rappelez, la définition d'une application objet, c'est un ensemble d'objets qui coopèrent entre eux par envoi de messages. Et donc là, on va vraiment avoir comme plein de petits objets qui possèdent leurs responsabilités propres, et donc le travail global de l'application se fera bien en demandant à chacun des objets de communiquer avec les autres, de leur envoyer des messages pour qu'ils fassent leur propre travail. Et ça va nous éviter la création de blobs ou de classes dieux aussi, on en a déjà parlé un petit peu précédemment. On verra plus dans le détail du chapitre 8 comment on fait pour détecter les blobs et puis comment on fait pour potentiellement les réusiner. Mais si on ne fait pas attention à bien travailler sur spécialisation de l'information et encapsulation, eh bien on se retrouve avec cette espèce d'énormes classes qui contiennent tous les traitements de toute l'application et qui sont entourées de plein de petites classes satellites qui, elles, contiennent que des données. Et ça, c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on essaye de faire quand on développe une application objet, parce que c'est pas du tout ouvert à l'extension, ça on doit toujours modifier ce blob au milieu, et c'est vraiment pas génial. Les limitations intrinsèques du spécialiste de l'information, eh bien c'est clairement qu'il existe tout un paquet de situations auxquelles vous allez être confronté via vos travaux pratiques ou vos projets de session ou même votre vie de développeur, dans lesquels qui est vraiment spécialiste, c'est pas très clair parce que l'information elle est partagée. Vous avez deux objets qui possèdent chacun à peu près la moitié des informations dont vous avez besoin pour faire la tâche. Et donc cette responsabilité-là, c'est pas très clair de si on la donne à l'un ou si on la donne à l'autre. Donc on va voir qu'il existe d'autres manières de régler ça. On peut inventer des objets pour gérer, enfin pour rendre tout ça cohésif et ainsi de suite. Mais globalement, c'est ça qui est le plus difficile. C'est-à-dire quand les responsabilités reposent sur des informations qui sont bien encapsulées, on n'a aucun problème à donner l'ensemble de méthodes qui réalisent la responsabilité à la bonne classe. Dès qu'il y a du partage, c'est un petit peu plus compliqué, et c'est là où il faut réfléchir un peu à notre conception pour essayer d'avoir des arguments pour la défendre. Le second patron qu'on va évoquer ensemble, c'est le patron créateur. Le patron créateur, lui, son objectif, c'est d'identifier et de nous aider quand on est dans une situation où on se demande qui crée une instance de la classe. Alors, ça c'est une situation qui va arriver souvent, parce que dans notre système objet, en plus on programme en Java, nous, donc comme on développe des classes en Java, eh bien, il va bien falloir instancier ces classes pour en obtenir des objets, puisque c'est les objets qui vont coopérer pour réaliser l'application. Ce que dit le patron, c'est qu'en fait, si on a une classe C', et qu'on veut savoir qui a le droit de la créer, eh bien, on va donner cette responsabilité-là à une classe qui est composée d'instances de C'. Un édifice est composé de bâtiments, est composé de salles de cours, pardon, donc on va donner à l'édifice la responsabilité de créer les salles de cours. Ou je possède les données qui me permettent d'initialiser ces instances. D'accord? J'ai suffisamment d'informations pour être capable de fabriquer l'objet moi-même. C'est un peu lié à spécialiste de l'information précédemment. Deuxième exercice, donc, pour vis-à-vis du patron créateur, si on est toujours dans l'idée du jeu de Monopoly, qui va créer les cases au plateau jeu? Et plus globalement, si on réfléchit à la notion de game, de plateau, de cases et de joueurs, qui est responsable de créer chacun de ces objets-là? Je vous laisse mettre la vidéo en pause et puis on voit la solution sur la diapo suivante. Alors, dans la modélisation que je vous propose ici, on a une game qui est composée d'un plateau de jeu. Ce plateau est composé de cases, et puis on a la game est aussi composée de joueurs. Ça, c'est discutable, mais on va le garder comme ça pour cette diapo. Et puis le joueur sait où il est positionné sur le plateau de jeu. Si vous vous rappelez en UML, sur les diagrammes de séquence, donc comportemental, sur la partie droite, quand une flèche fait apparaître un participant, c'est typiquement ce qui est en train de se passer là, la game fait apparaître un participant de type board, ça veut dire qu'on instancie l'objet, hein, on lui envoie un message qui existe, donc en gros, crée-toi. Donc on voit graphiquement qu'il y a une escalade comme ça, un escalier où la game existait au préalable, donc elle a déjà été créée, puis on lui demande de s'initialiser. À l'initialisation, donc on lui passe le nombre de joueurs en paramètres, elle va commencer par créer un plateau de jeu, et puis le plateau de jeu, lui il connaît ses tuiles, donc il connaît les cases de jeu, donc c'est lui qui va avoir la responsabilité de créer toutes les cases de jeu qu'il est censé créer. Ensuite, la game va demander au plateau, bien écoute, donne-moi la case départ, et une fois que j'ai la case départ,
je vais pouvoir instancier tous les joueurs, donc c'est ce qui se passe à droite là, et pour chacun des joueurs, le positionner sur la case départ. Donc là, on a bien les 4 concepts, game, board, tile et player. Et parmi ces concepts-là, la game, on considère qu'elle existait déjà ou qu'elle a été créée par un new, mais c'est bien la game qui crée le plateau qui crée les tuiles, et la game qui crée le joueur. Et c'est ce qu'on voit sur le diagramme de classe. La game contient des joueurs, contient un plateau, donc c'est elle qui est responsable de le créer, et puis le plateau contient une tuile, donc c'est lui qui est responsable de créer, contient des tuiles, pardon, des cases, et c'est lui qui est responsable de les créer. Le fait que joueur connaisse sa position, ben, c'est une information de couplage, hein, c'est une association, mais ça ne donne pas la légitimité à joueur de créer des tuiles. Pour récapituler sur ce patron, donc, en fait, comme on va passer notre temps à créer des objets, c'est quand même important de se demander qui va les créer, qui a le droit de les créer. Parce que ça va éviter que notre code soit un plat de spaghettis dans lequel tout le monde fait des new à tout bout de champ, parce que plus on fait des new un peu partout dans le code, plus notre base de code devient couplée à la définition des classes et au constructeur. Et donc, c'est pas très bon, on va le voir sur le patron suivant. Le fait de vouloir avoir un couplage le plus faible possible, c'est un objectif qu'on doit essayer de garantir. Donc, en se posant vraiment la question de qui crée les objets, bah, c'est une manière de réduire notre couplage. Donc, ce problème est souvent lié au problème d'expertise en information, donc c'est deux problématiques qui sont assez liées, et les questions à vous poser, c'est qui est le plus légitime pour créer ces objets-là? Et ça peut passer par les relations de composition, ou ça peut passer par les informations que j'ai à disposition pour le faire. Comme d'habitude, on ne gagne pas sur tous les tableaux. Le bénéfice immédiat qu'on gagne, c'est le faible couplage, parce qu'il y a, comme je le disais, peu d'appels au constructeur en dehors des endroits où c'est vraiment légitime de créer ces objets-là, ce qui nous donne moins de dépendance, et moins notre code est dépendant, plus il sera facile à faire évoluer. Parce que si je fais une modification sur quelque chose d'indépendant, eh bien ça va avoir très peu d'impact sur le reste de la base de code. Le fait de centraliser la création des objets à certains endroits de notre code, ça nous permet aussi de faire des optimisations de création. Si vous travaillez sur des objets qui reflètent des ressources limitées, des accès au disque dur, des connexions réseau, des connexions à une base de données, peut-être que vous ne voulez pas que n'importe qui puisse créer une connexion à la base de données, parce que votre système il ne sera pas capable de gérer 150 connexions en simultané. Donc pour faire ça, ce qu'on fait classiquement, c'est du recyclage d'objets. On a un bassin qui contient peut-être 10 ou 15 objets qui nous permettent de faire ce dont on a besoin. Et puis en fait, quand quelqu'un demande un nouvel objet, on lui donne un objet qui existe déjà. Donc cet objet, il a peut-être déjà été utilisé, mais c'est pas très grave, parce que les objets, dans ce cadre-là, ils n'auraient pas d'état, on pourrait les réinitialiser. Et c'est ça qui va nous permettre d'optimiser donc ces créations-là. Comme d'habitude, c'est toujours difficile quand on est dans une situation où l'information est partagée. Et l'information, elle est partagée quand, pour un objet, eh bien, il est utilisé à plusieurs endroits, donc et lequel de ces deux aurait vraiment la légitimité de créer l'élément, ou quand vous définissez des liens bidirectionnels entre vos objets, donc vous avez un élément A qui connaît un élément B, et puis l'élément B qui connaît l'élément A qui le connaît, donc ça va dans les deux sens. Et bien là, quand on crée, il faut créer ça de manière un petit peu plus intelligente que juste faire un new pour bien avoir le branchement qui se fait dans les deux sens. On va regarder maintenant le troisième patron, Grasp, qui est le patron de faible couplage. Alors, le couplage faible, c'est quelque chose qui est vraiment complètement, comment dire, intriqué dans tout ce qu'on a raconté depuis le début. Depuis le démarrage de ce cours, ce qu'on cherche à faire, c'est diminuer le couplage. On l'avait juste pas verbalisé, on n'avait pas mis des mots dessus. J'en ai peut-être un petit peu parlé par-ci par-là sur les diapos, mais là, on va vraiment être très clair. On cherche dans notre système bien conçu objet à avoir le moins de dépendance possible entre les objets. Pourquoi? Parce que moins j'ai de dépendance, plus je suis évolutif. C'est ce qu'on disait sur l'exemple précédent. Donc la proposition qu'on va faire à cet endroit-là, c'est de se dire, si je suis en train de créer une dépendance entre deux objets, je mets un attribut dans une classe qui pointe sur une autre classe. Je fais une flèche entre deux boîtes en UML. Est-ce que j'ai pas une autre manière de le faire? Est-ce que j'ai pas un moyen de réduire mon couplage? Ramener au Monopoly, par exemple, c'est à qui je donne la responsabilité de déplacer le joueur sur le plateau. Je vous laisse mettre la vidéo en pause et commencer à réfléchir au problème. Alors avant d'aller sur la solution, on va juste rappeler ce que c'est que du couplage, parce qu'on l'a encore une fois sous-entendu, mais on ne l'a pas explicité. Donc, un type X est couplé à un type Y quand il existe une relation entre les deux. Ça peut être de la composition, avoir un attribut de type Y, ça peut être une dépendance, utiliser une méthode, enfin avoir une méthode qui utilise Y,
et être un sous-type ou une sous-classe, donc de la réalisation ou de la généralisation. En gros, ce que je disais, dès que vous avez une flèche entre deux boîtes en UML, c'est couplé. Que ça soit autant dans le diagramme de classe que dans le diagramme de séquence. D'accord? Dès que je fais une flèche, ça veut dire que ces éléments-là se connaissent, donc qu'il existe du couplage. Certaines relations sont plus fortes que les autres en termes de couplage. Une composition, c'est vraiment quelque chose de fort, ça veut dire que je connais un attribut ou je contiens un attribut, ce qui est encore plus fort. Une relation de dépendance, avoir une méthode qui connaît le type utilisé, ça c'est aussi un couplage, mais un petit peu plus faible. Je vous laisse remettre la vidéo en pause pour voir si dans votre modélisation du déplacement du joueur sur le plateau de Monopoly, vous pouvez pas faire mieux que ce que vous avez fait. Alors ce que je vous propose, c'est cette représentation-là. On a la game qui connaît toujours les joueurs et puis qui connaît le plateau de jeu. Le plateau de jeu connaît les tuiles. On a toujours un joueur qui est relié à une tuile ou à une case, donc il sait sur quelle position il est. Et puis je vais donner la responsabilité au joueur de se déplacer. C'est assez logique, hein. Au Monopoly, le joueur il lance les dés, et puis une fois qu'il a sa capacité de déplacement, il va déplacer son pion sur le plateau. Donc je donne une méthode move, qui prend en paramètre la case sur laquelle je vais arriver. Hein. Je vais arriver sur la rue de la Paix par exemple, ou sur la caisse de communauté. Donc c'est ça que je vais donner en paramètre. Et donc pour me déplacer, en tant que joueur, je connais la board. Donc j'ai cette relation-là qui existe. J'arrive bien à la justifier, cette conception. Elle paraît raisonnable. Mais en fait, je peux faire mieux que ça. Pourquoi je peux faire mieux que ça? Parce que là, en fait, j'ai reflété le monde réel en disant c'est le joueur qui se déplace sur le plateau. Mais en fait, ça m'oblige à dire qu'un joueur connaît le plateau, avec une relation de composition, donc une relation forte entre les deux. Ce que je vous propose, c'est de donner cette responsabilité non plus au joueur, mais au plateau. En faisant ça, j'ai toujours ma game qui est composée d'un plateau et de joueurs. Le plateau est composé de cases. Le joueur connaît toujours la tuile sur la case sur laquelle il est. Donc ces quatre relations-là, ces quatre éléments de couplage-là forts sont forcément présents. Mais en faisant ça, en donnant la méthode de déplacement au plateau de jeu, eh bien en fait j'ai cassé cette relation-là. Alors je ne l'ai pas complètement cassé, parce qu'il n'y a pas de magie. On a bien besoin de déplacer un joueur sur le plateau, mais vous voyez, là, je l'ai mis en paramètre. Donc, en le mettant en paramètre, c'est plus une association, c'est plus une relation de composition, donc l'objet player et l'objet board ne sont plus composés. Le joueur ne connaît plus, n'a pas besoin de connaître un pointeur vers le plateau de jeu. Donc, le plateau, lui, a toujours besoin de savoir ce que c'est qu'un joueur, mais ça, on peut imaginer que ça va arriver souvent, parce que c'est un plateau dans lequel les joueurs vont évoluer. Mais en faisant ça, donc j'ai réussi à casser cette relation-là, tout simplement en me posant la question de qui porte la responsabilité de déplacer les éléments, et puis de réfléchir un petit peu, pas comme un reflet de la réalité, mais plutôt comme le truc le plus évolutif possible pour essayer de minimiser mon couplage. Pour récapituler, plus j'ai du couplage fort, plus je vais devoir, quand je fais un changement, impacter plein de choses. Donc, c'est vraiment pas ce que je veux. Il n'y a pas de mesure absolue de quand un couplage est trop fort. On sait juste qu'il est trop fort quand on peut enlever des éléments de couplage. D'accord? Le chemin de moindre résistance, dont on a parlé précédemment sur les notions d'encapsulation et d'évolution, est vraiment à garder en tête, parce que c'est ça aussi qui va vous faire exploser votre couplage, qui va vous le renforcer. Parce que si vous rajoutez des éléments comme des gorées un peu partout dans le code, eh bien vous allez renforcer votre couplage, parce que vous allez en fait casser toute la belle décomposition que vous pourriez avoir identifiée au démarrage. Il existe une situation, enfin un ensemble de situations, où c'est pas très grave de rajouter du couplage, c'est quand on se couple à des éléments qui sont stables et qui bougeront quasiment jamais. Comme par exemple la bibliothèque standard d'un langage, l'ensemble de classes qui est dans Java utile, où bah, ça va pas beaucoup changer, hein, ça va pas beaucoup changer depuis un paquet de versions de Java. Et auquel cas, bah, c'est juste qu'on fait grossir notre système, parce qu'on va se brancher à des éléments qui sont déjà présents dans le système, mais en termes de couplage, c'est pas si grave que ça, parce qu'on s'est juste couplé à du marbre, on s'est couplé à quelque chose qui est solide et qui bougera pas. Donc, pour revenir sur la notion de faible couplage, dès que vous faites une évolution dans votre code, et ça, il faut vraiment que vous gardiez en tête, parce que c'est un point, c'est vraiment difficile à faire en termes de discipline de conception, c'est j'ai envie de rajouter un attribut entre deux éléments. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cet attribut, ou est-ce qu'il n'existe pas une autre manière de faire qui m'éviterait de créer cette relation de couplage?
Les bénéfices immédiats, ben, c'est clairement que comme on a un couplage faible, nos éléments sont bien indépendants, et puis ça va nous donner des classes qui sont faciles à comprendre et pas mal de facilité d'écriture des tests. Parce que ben, plus nos éléments sont indépendants, faiblement couplés, plus c'est facile de les tester. Euh, Par contre, bien évidemment, avoir un système qui est fait uniquement d'objets découplés, ça n'aurait aucun sens parce que ça ferait des objets qui sont incohérents et qui regroupent potentiellement trop de responsabilités. Donc il va falloir trouver un compromis entre spécialiste de l'information, créateur et puis couplage faible pour arriver à équilibrer tout ça, parce que si je fais que des objets qui parlent pas aux autres, et bien du coup j'ai créé que des espèces de mini classes dieux et je suis pas du tout dans l'idée de fabriquer un ensemble d'objets qui coopèrent par des envois de messages. Par construction d'un système objet, les objets doivent être un petit peu couplés. C'est pour ça qu'on ne dit pas absence de couplage, on dit bien couplage faible. On cherche juste à faire en sorte qu'il le soit le moins possible. Il est aussi très facile d'escroquer complètement la métrique de couplage. Par exemple, plutôt qu'une classe A référence une classe B, eh bien, je vais mettre dans la classe A un attribut ID. Et puis, en fait, je vais stocker cette référence comme un entier. Ça, c'est un truc que vous faites assez souvent. Plutôt que de stocker l'élément, vous stockez son index dans une liste, par exemple. Ce qui revient exactement au même, parce que globalement, dans votre logique d'affaires, vous utilisez toujours les éléments, vous avez juste fait en sorte que personne ne se rende compte que c'est couplé. Et ça, c'est atrocement dégueulasse, parce qu'on risque de rater des informations de couplage, et donc de rater potentiellement des checks quand on va vouloir faire évoluer le code. Donc, très clairement, ça se voit, c'est pas orienté objet de faire ça, et en fait, la solution, le remède est pire que le mal, donc c'est pas une bonne idée. Le quatrième patron sur lequel qu'on va regarder aujourd'hui pour Grasp, c'est la notion de contrôleur. Alors, la situation classique, c'est comment on fait pour coordonner des messages qui viennent de l'extérieur. Par exemple, on imagine, on a une interface personne-machine, et puis c'est elle qui va piloter notre système objet. Et comment on fait pour faire en sorte que ça ne couple pas tout notre système à toute notre interaction, notre interface personne-machine. Parce que bah, si on fait ça, on vient d'exploser à nouveau le patron de couplage faible, parce que tous les éléments de l'IHM seraient reliés à tous les éléments du modèle objet. Donc ça ne marcherait pas. La proposition qu'on va faire là-dessus, c'est de créer ce qui s'appelle un contrôleur. Le contrôleur, c'est un objet qui n'existe pas vraiment, et qui va en gros servir de zone tampon, donc c'est une zone neutre dans laquelle on va pouvoir gérer l'interconnexion entre le système externe, donc l'interaction personne-machine par exemple, l'interface personne-machine, et puis l'application objet. Par exemple, au Monopoly, comment on va faire pour coordonner le jeu? D'accord, on a des joueurs qui jouent, qui interagissent avec l'application électronique. Comment on fait pour gérer cette coordination? Je vous laisse mettre le système en pause, et puis on va regarder après un diagramme de séquence qui représentera ça. Donc ramené au Monopoly, là je vous ai donné les objets internes qui sont en rouge, et puis qu'on voit pas du tout, on ne sait pas comment ils fonctionnent. On a le monde extérieur, qui est en bleu, donc on a un acteur, un participant humain, qui s'appelle Sam, et puis on a là un élément d'interface personne-machine en Java, une JFrame. Et puis en fait ce qu'on voit, c'est ce qui va jouer le rôle de contrôleur, donc ce qui va faire le lien entre nos objets que là on veut pas voir et qu'on veut vraiment isoler complètement du monde extérieur, c'est la notion de game, donc c'est la game de Monopoly qui va faire le lien entre les deux. Par exemple, mon utilisateur humain, quand lui va cliquer sur le bouton démarrer le jeu, eh bien c'est l'interface personne-machine qui va créer une nouvelle partie, qui va demander son initialisation. Et puis ensuite, quand on va demander à rouler les dés pour savoir de combien on peut avancer, eh bien c'est ça qui va déclencher le déplacement des joueurs dans la game. Donc vous voyez, et puis le déplacement des joueurs va aller faire bouger les éléments qui sont derrière avec le joueur, le plateau et ainsi de suite. Donc vous voyez, cette game, elle a vraiment le rôle de contrôleur, c'est elle qui fait le tampon entre le monde extérieur et les objets internes, et c'est elle qui va contrôler, qui va manipuler les objets internes pour garantir ce découplage. Pour récapituler, c'est clairement la notion de contrôleur. Si vous avez entendu parler du modèle MVC, donc modèle du contrôleur, vous en avez déjà entendu parler, puisque dans ce modèle-là, c'est le contrôleur qui fait le lien entre le modèle et la vue. Pour garder modèle et vue bien découplés, on passe par un contrôleur qui est l'espèce de pierre angulaire de ce modèle-là.
Ça garantit l'isolation et ça évite ce qu'on appelle du code marionnette. Le code marionnette, c'est votre code objet, bien propre, bien isolé, bien responsabilisé, mais qu'en fait, n'importe qui depuis l'extérieur peut venir lui parler directement, et qui a en gros cette espèce de fil qui sortent que n'importe qui pourrait tirer dessus et potentiellement casser votre belle décomposition. Donc, plus on arrive à s'isoler du monde extérieur, meilleur c'est. Par contre, il ne faut pas en abuser non plus, parce que si vous mettez des contrôleurs partout, vous n'êtes plus objet, vous redevenez procédural, ou vous redevenez sur des classes Dieu. Donc, classiquement, ça sert bien à s'isoler du monde extérieur, mais si vous commencez à mettre dans votre système des trucs managers, ou des trucs handlers, ou des trucs contrôleurs, eh bien, il faut vraiment vous demander, est-ce que j'ai pas quelqu'un dans le système objet qui pourrait déjà jouer ce rôle? Est-ce que j'ai vraiment besoin de m'inventer un manager qui a cette responsabilité-là? Vos contrôleurs, ils peuvent être inhérents à votre logique d'affaires. C'est l'exemple qu'on a vu précédemment. La game était par construction un contrôleur des objets, parce que c'est elle qui orchestre un petit peu comment fonctionne le jeu. Et on peut sinon aussi avoir des contrôleurs qui sont liés à des cas d'utilisation. Si vous vous rappelez votre cours d'analyse, vous avez vos cas d'utilisation, et puis vous pouvez avoir un contrôleur qui va orchestrer les objets qui permettent de réaliser ce cas d'utilisation-là. Donc pour l'analyser un petit peu plus, le patron contrôleur nous donne classiquement de l'isolation et donc améliore la réutilisabilité. Et on peut avoir la possibilité de faire de la délégation, donc d'avoir un contrôleur frontal et puis après d'avoir d'autres contrôleurs de sous-parties du système si on a vraiment des éléments extrêmement compliqués. On en parlera un petit peu plus en détail dans la suite quand on va parler du patron de conception façade qui est très typiquement un contrôleur. La limitation, c'est un peu ce que j'ai sous-entendu sur la diapo précédente. Vous avez une certaine tendance à abuser de ce patron, et plutôt que de bien responsabiliser les objets de votre logique d'affaires, vous avez tendance à vous inventer des contrôleurs un petit peu partout, juste parce que c'est plus facile de le faire comme ça. Mais ça multiplie les objets, et puis ça casse aussi un petit peu la notion d'objet, parce qu'il aurait été possible de donner cette responsabilité à quelqu'un qui était mieux loti en termes de spécialiste de l'information, par exemple, ou en termes de créateur. Donc, ça serait une mauvaise conception d'en abuser. Donc, il faut faire attention avec ce patron. Le cinquième des 9 patrons GRASP qu'on regarde, c'est ce qu'on appelle la forte cohésion. Précédemment, on s'est intéressé au faible couplage, et un système objet, il est censé avoir la bonne propriété d'être faiblement couplé et fortement cohésif. Donc, la cohésion, qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire? Elle va nous permettre d'avoir des objets qui restent compréhensibles, parce qu'ils vont faire un ensemble de tâches, des responsabilités qui sont cohérentes les unes avec les autres. Donc, la proposition qu'on a, c'est d'essayer de toujours responsabiliser en maintenant ça, en essayant de donner des responsabilités qui vont bien les unes avec les autres aux objets. Ça serait bizarre que le croupier au casino, il ait la responsabilité de distribuer les cartes et d'afficher les cartes sur l'interface graphique. Il pourrait le faire parce qu'il connaît les cartes, mais ça serait en termes de cohésion extrêmement bizarre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quand vous rajoutez vos responsabilités dans votre système, que vous hésitez entre deux, essayez de regarder l'environnement des objets entre lesquels vous hésitez pour vous dire, ok, mais ma responsabilité, là, ma fonctionnalité, elle va mieux avec ces responsabilités-là, donc je vais le mettre à cet endroit. C'est ce que je dis dans appliquer ce filtre pour choisir entre plusieurs solutions. C'est vraiment l'idée de dire, il faut que mes objets fassent des choses qui vont bien ensemble. Par exemple, pour revenir au Monopoly, ça va être l'exercice de ce patron-là, comment on fait pour afficher la grille de Monopoly, respecter les règles et connaître l'état du jeu? Je vous laisse mettre la vidéo en pause, et puis on en parle sur la diapo suivante. Comme pour le couplage, avant d'aller plus loin, on va faire une petite digression sur c'est quoi la notion de cohésion. Eh bien, contrairement au couplage où là c'était vraiment le nombre de flèches qui était de la syntaxe, la cohésion elle repose plus sur la sémantique. Donc que font les objets et quel service ils rendent. Donc c'est plus difficile à mesurer de manière automatique, et nous dans le cadre du cours on va simplement s'intéresser à, en gros ce que je disais précédemment, les objets font des trucs qui vont bien ensemble. Donc c'est l'étroitesse des liens en fait, ces responsabilités marchent bien les unes avec les autres. Je vous laisse remettre la vidéo en pause, voir si vous pouvez améliorer ce que vous aviez prévu de faire.
Donc la solution la plus faiblement couplée, ça serait d'avoir un plateau de jeu qui fait tout ce qu'on vient de dire. On a la possibilité d'avoir l'état d'une tuile, enfin d'avoir l'état du plateau, donc les tuiles, on a la possibilité d'avoir le gagnant, on a la possibilité de savoir si on peut faire une action sur le plateau de jeu, donc respecter les règles, et puis on a la responsabilité de s'afficher. Donc tout ça, je le fais de la manière la plus faiblement couplée possible, parce qu'il existe une seule classe qui est complètement indépendante de toutes les autres. Mais ce qu'on a vu, c'est que le faiblement couplé, eh ben, c'est pas génial, parce que là, très clairement, notre classe plateau de jeu, elle fait tout et n'importe quoi, donc elle est absolument pas cohésive. Une décomposition qui va apporter beaucoup plus de cohésion au système, mais qui donc va aussi apporter du couplage, hein, parce que là, on va être plus couplé, parce qu'il existe plus de relations entre nos éléments, c'est de dire que notre game, en fait, elle est composée de 3 éléments. Un plateau de jeu, un afficheur de plateau de jeu et un arbitre. Et en fait, à l'arbitre, je vais donner la responsabilité de respecter les règles et de déterminer le vainqueur, parce que c'est plutôt cohésif que ça aille ensemble, et on s'imagine bien, un arbitre, il devrait avoir ses responsabilités, il devrait savoir qui a gagné, et puis il devrait savoir quelles sont les règles de jeu. Donc, c'est plutôt cool de donner ça à l'arbitre. Puis le plateau de jeu, lui, on va lui donner la responsabilité d'avoir l'état des cases. Ça, c'est plutôt raisonnable aussi. Et puis l'afficheur, il est vraiment différent du plateau de jeu. Parce que le plateau de jeu, lui, sa responsabilité va vraiment être la logique de jeu. Le fait que quand j'arrive sur une certaine case, je dois piger une carte. Quand j'arrive sur une certaine case, je vais gagner 10 000 $. L'afficheur, lui, sa responsabilité est différente. C'est simplement d'afficher l'état du jeu. Donc, on va bien séparer ces responsabilités parce que afficher et puis la logique d'affaires du plateau, c'est deux trucs qui n'étaient pas forcément cohésifs. En tout cas, ça se discute de savoir si c'est cohésif ou pas. Pour récapituler sur ce patron-là, eh bien, une classe de forte cohésion, elle a un petit nombre de méthodes et les fonctionnalités que réalisent ces méthodes sont liées entre elles. Donc, on est bien sur la caricature que je disais tout à l'heure, la classe fait des trucs, enfin l'objet fait des trucs qui vont bien ensemble. De manière assez classique, si vous voulez vérifier que votre classe est bien cohésive, posez-vous la question, est-ce que j'arrive à écrire une phrase, sujet, verbe, complément, qui décrit ma classe? Si j'arrive à faire ça, c'est cohésif. Si je commence à avoir besoin de conjonction, c'est une classe qui fait ça, et puis ça, et puis ça, ça semble de moins en moins cohésif plus on en rajoute en fait. Donc peut-être que ça prendrait une décomposition. Mais, encore une fois, il faut faire attention à avoir trouver le bon compromis entre couplage faible et forte cohésion. D'accord? Parce que introduire de la cohésion augmente le couplage, mais trop de couplage c'est pas bon, pas assez de cohésion c'est pas bon. Donc il faut jouer sur les deux tableaux en même temps. Bénéfice immédiat, eh bien ça nous donne une maintenance et une évolutivité améliorée. Si vous avez, dans le cas précédent, une problématique qui est reliée aux règles du jeu, vous allez aller voir dans l'arbitre. Et c'est assez naturel d'aller voir dans l'arbitre pour gérer ça. Ça donne aussi un meilleur potentiel de réutilisation, parce que si les fonctionnalités sont cohésives, eh bien, on va pouvoir les réutiliser ailleurs, avec la même cohésion, et ça va vous donner une meilleure lisibilité, parce que c'est chaque objet qui va être responsable d'un ensemble de fonctions, d'un ensemble de responsabilités qui lui va bien et qui correspond à la définition qu'on avait de l'objet. Limitation, toujours pareil, chemin de moindre résistance, c'est très difficile à maintenir sur la durée. Donc, quand vous faites évoluer votre base de code objet, quand vous rajoutez des choses au fur et à mesure dans votre conception, il faut vraiment que vous vous demandiez, est-ce que c'est vraiment à cet endroit-là que je dois le mettre pour garantir que ma cohésion, elle est la plus forte possible? Le sixième patron, c'est un patron qui est relié à la notion de polymorphisme et qui en gros est relié à la notion d'alternative. Ce qu'on cherche à faire, ce qu'on a vu dans les chapitres précédents, c'est qu'on veut éviter les switch statements, donc le fait d'avoir plein de if et plein d'instructions conditionnelles de partout. Et ça, on va utiliser majoritairement du polymorphisme pour le faire. Donc, pour gérer ça, on va, plutôt que de mettre des if cachés dans notre logique d'affaires, donner cette responsabilité au type. Et puis, on va l'implémenter de manière différente, on va réaliser la responsabilité de manière différente dans les sous-types, et puis c'est ce qui va nous faire des composants qu'on appelle puzzle, parce qu'on va pouvoir les remplacer et les échanger les uns par les autres, parce qu'ils respectent la substitution de Liskov, donc je peux utiliser les sous-classes comme les éléments du dessus, et ainsi de suite. La question que je vous pose pour cet exercice, c'est
Comment je peux faire pour gérer les différentes cases de jeu du Monopoly? Au Monopoly, si je passe sur la case départ, je gagne 10 000 $, mais si je passe sur la case prison, j'atterris en prison. Donc, comment je vais pouvoir faire ça? Je vous laisse mettre la vidéo en pause, ensuite on va regarder une solution pas bonne, et puis après on va regarder une bonne solution. Alors une solution qui est mauvaise, parce que switch statement, c'est le fait de laisser à la game la responsabilité de décider ce qui se passe en fonction de la case de jeu sur laquelle on arrive. Donc là, on est dans un système où préexiste la game, le dé, le plateau et le joueur. On veut déplacer un joueur, donc on commence par rouler les dés, on obtient une valeur, on va déplacer le joueur, donc on va demander au plateau de jeu de déplacer le joueur. Ensuite, on va demander au plateau de jeu de nous donner la case sur laquelle on est arrivé, et puis ensuite on va faire un if dans la game en disant, ben, si la case sur laquelle je suis, c'est la case start, tu rajoutes 10 000 $ sur le compte du joueur. Si c'est la prison, tu l'enfermes en prison. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a très peu de coopération entre les objets. Votre diagramme de classe, il est caricatural de ce qu'il ne faut pas faire. On a un objet principal, la game, qui est cette espèce de blob, de classe Dieu, qui va contrôler tous les autres. Il lance le dé, il parle au plateau, et il parle aux joueurs. Donc vos objets, ils ne coopèrent pas vraiment entre eux. On a un chef d'orchestre, la game, qui pilote tous les autres. Comment on pourrait faire différemment pour avoir une meilleure coopération des objets? Si vous n'avez pas encore trouvé, je vous laisse mettre en pause, et puis on va basculer sur la solution ou à la diapo suivante. Eh bien en fait, ce qu'on peut faire, c'est déplacer notre problème à un problème d'envoi de message. Dans ce cadre-là, j'ai toujours tous ces éléments qui existent, hein. Donc j'ai ma tuile départ, et puis ma tuile prison, et puis mon joueur, et puis ainsi de suite. Et quand je vais déplacer un élément dans la game, je vais toujours rouler les dés, ça c'est logique. Puis une fois que j'ai récupéré la valeur, je vais demander au plateau de me déplacer. Et le plateau, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va transférer le joueur à la case. Donc on va dire, ok, moi je suis un plateau de jeu, je suis composé de cases, voilà un joueur qui arrive sur une case. Et c'est donc la case qui va porter la responsabilité de faire le traitement qui lui est naturel. Donc la case départ, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ce joueur et elle lui rajoute 10 000 $. Donc on va bien envoyer un message, add money, au joueur en question en lui rajoutant 10 000 $. Ça repose sur la notion d'aiguillage dynamique dont on a parlé dans le chapitre 4, et clairement tout ça, ça se fait par envoi de message. Et là, vous voyez que votre diagramme de séquence, il représente une bien meilleure coopération entre les objets. Vous n'avez plus la game qui contrôle tous les autres, vous avez la game qui demande au plateau de jeu de faire quelque chose, le plateau de jeu demande à la case de jeu de faire quelque chose, et la case de jeu demande au joueur de faire quelque chose. Donc on est bien sur des objets qui s'envoient des messages pour faire les choses que eux savent pas faire. Et ça va nous sauver le switch statement. Parce qu'avant, dans la game, je devais faire ce if en disant si tu es la case départ, ajoute 10 000 $, si tu es la case prison, mets le joueur en prison. Maintenant, j'utilise ça de manière complètement uniforme dans mon système. Mon plateau de jeu demande simplement à une case, quelle qu'elle soit, d'accepter un joueur. Et c'est l'acceptation du joueur, donc l'envoi de ce message à l'objet, donc le fait de lui envoyer le message sur son type runtime qui va déclencher le comportement le plus spécifique, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, qui va permettre que si on a une case départ, alors on va envoyer les 10 000 $, et puis si on était malheureusement une case prison, alors on va enfermer le joueur en prison. Donc ça nous donne ces comportements différenciés sans utiliser de if. Là, j'ai aucun if dans mon code en faisant ça, c'est les deux alternatives orange, qu'on appelle de manière uniforme, c'est mon code vert. Donc j'ai réussi à ne plus gérer la spécificité à un seul endroit dans le plateau de jeu ou dans la game. Et en faisant ça, ça me donne une évolutivité très forte, parce que rajouter de nouveaux types de cases, ce n'est pas aller modifier un if dans la classe game. Parce que ça serait pas ouvert à l'extension et fermé à la modification, parce que par construction, je devrais modifier ce if, ou modifier ce switch. Là, en faisant ça, je suis très respectueux du principe ouvert-fermé, parce que pour rajouter des nouveaux types de cases, eh bien, il me suffit de rajouter une nouvelle classe qui étend la notion de tuile. Et ça, c'est ce qui va me permettre donc d'étendre mon système sans modifier la classe game. Ce qui est plutôt cool. Là, c'est pour revenir sur le diagramme de classe associé qu'on avait à disposition, qui correspond donc au diagramme de séquence précédent.
Le plateau de jeu, enfin la game contient un plateau, contient un ensemble de tuiles dans ce cadre-là, et puis on pourrait les mettre sur le plateau, mais sinon ça rentrait pas sur la diapo. Et puis en fait notre game, elle accepte un joueur, et puis la tuile, par généralisation, c'est une classe abstraite, elle est ou une tuile départ, ou une tuile prison, et elle a donc un comportement différent en fonction de si on est la case prison ou si on est la case départ. Pour récapituler, le polymorphisme repose intrinsèquement sur des mécanismes de sous-typage, hein, c'est ce qu'on a vu, ça permet surtout d'éviter les if. Et en gros, comme on repose sur l'envoi de messages et donc sur le type runtime, c'est chaque objet qui va décider de son comportement au plus précis. Donc ça c'est plutôt cool. Les questions à se poser, c'est en gros, est-ce que j'ai plusieurs manières de réaliser le service que je veux faire? Est-ce que c'est un service qui dépend du type ou qui dépend de l'objet qui reçoit les éléments? Et c'est ce qui va nous permettre, les messages, pardon, et c'est ce qui va nous permettre de choisir entre je passe l'élément en paramètre ou je lui envoie un message. Avantages et inconvénients, eh bien, comme je disais, on est vraiment en plein dans le principe ouvert-fermé. Ça va très clairement fabriquer des systèmes ouverts à l'extension, fermés à la modification. Et surtout, ça nous donne des points d'extension qui sont clairement identifiés. C'est tous ces endroits où je peux avoir ma hiérarchie d'héritage. Et donc, j'ai mon évolution facile en ajoutant des nouvelles implémentations. Les limitations, c'est des fois, on a vu, l'héritage a pas mal de limites, donc c'est potentiellement compliqué. On est des fois rendu dans des situations où pour faire ça, il nous faudrait de l'héritage multiple, qu'on n'a pas forcément dans tous les langages, par exemple, on l'a pas en Java. Et puis les signatures de méthode, elles sont parfois difficiles à identifier parce qu'on n'a pas trop idée de qui fait quoi dans le système sans avoir une connaissance globale de tout le code. Donc, c'est pas forcément génial de ce point de vue-là, mais c'est vraiment, les autres bénéfices sont vraiment très très forts. Le septième patron, c'est ce qu'on va appeler la fabrication pure, on l'appelle aussi invention pure. Et en fait, ce patron, c'est un peu c'est un sauf-conduit, c'est-à-dire que c'est une sorte de signal d'alarme qu'on va pouvoir utiliser quand on n'arrive plus à respecter les autres. Si j'ai des objets, si mon monde réel est pas faiblement couplé et fortement cohésif, eh bien, j'ai aucun intérêt à fabriquer un système objet qui soit pas faiblement couplé et fortement cohésif. Donc pour faire ça, ce qu'on propose de faire avec Invention pure, c'est tout simplement d'inventer des objets qui n'existent pas, pour pouvoir affecter les responsabilités de manière à avoir faible couplage et forte cohésion, parce que c'est ça qui va nous garantir l'évolutivité et la maintenance sur le long terme. Donc par exemple, au Monopoly, on joue avec 2 dés. Comment je fais pour lancer plusieurs dés pour déplacer mon pion? Je vous laisse mettre la vidéo en pause, et puis on va regarder la solution sur... Enfin, on va regarder une mauvaise solution, puis la bonne, sur les diapos suivantes. Alors, voici une première solution, qui serait de dire la game contient un tableau et puis un ensemble de dés. La game a à disposition cette notion de lancer plusieurs dés, et donc c'est la game qui va lancer plusieurs dés, et puis qui va faire, pour tous les dés que j'ai, lancer le dé, et puis après, une fois que j'ai le score total, faire le déplacement. Ça, on se rend compte que c'est pas bon parce que c'est bizarre de mettre cette logique-là, donc toute cette logique de lancer plusieurs dés, additionner les résultats et ainsi de suite, de donner ça à la game. C'est pas vraiment sa responsabilité de faire ça. Mais je peux pas donner ça au dé. Parce que si je donne ça au dé, un dé c'est un dé unique, c'est un scalaire. Donc il ne connaît que lui-même. Il connaît pas plusieurs dés. Donc je peux pas lancer plusieurs dés en donnant la responsabilité à un dé unique. Ça marche pas. Je peux pas donner ça au plateau, parce que ça serait bizarre que ce soit le plateau. Donc j'ai aucun candidat dans mes objets du domaine, là, de la logique d'affaires, qui me permettent de donner cette responsabilité. Eh bien, comment on va faire? On va, comme on est en informatique et qu'on peut s'inventer des choses un peu comme on veut, créer cet élément qui nous gênait parce qu'on ne l'avait pas. On va créer un multi-dé. Alors un multi-dé, ça n'existe pas dans la vraie vie, mais on pourrait imaginer que c'est un cornet de dés, vous savez, les trucs où on met les dés, on mélange et puis après on lance les dés d'un coup, ça pourrait être aussi ça. Et donc notre game est composé d'un dé, qui est une interface, qui est capable de rouler, et puis en fait ce dé c'est ou un dé régulier, donc un dé à 6 faces, ou un multi-dé, et puis le multi-dé, lui, il va contenir potentiellement d'autres dés. Ça vous rappelle un petit peu le composite qu'on avait identifié quand on a parlé dans le chapitre 4 de la relation de composition. On est encore rendu dans une situation où
Là, j'ai une bonne manière de résoudre ça, c'est avec de la composition. Mais pardon, comme j'ai pas, j'avais aucun candidat qui était capable de porter cette composition, eh bien, je l'ai inventé. C'est le multi-D qui est ici. Et donc, si je fais ça, on voit que mon diagramme de séquence, il commence à ressembler plus à une chorégraphie. Parce que bah, j'ai toujours cette game qui est un peu centrale là pour le moment, mais c'est logique parce que je suis en train de représenter bah, comment elle fait un déplacement. Elle va demander à son multi-D, enfin à son dé de rouler. C'est lui, le multi-D, qui va avoir la responsabilité de faire les additions et ainsi de suite pour sommer le nombre de dés qu'on a lancé. Et puis ensuite, c'est la game qui va nous déplacer. Donc pour récapituler, ça nous donne un faible couplage et une forte cohésion au prix de l'invention d'un truc qui n'existait pas dans la logique d'affaires. Donc c'est potentiellement un inconvénient, ça on va le voir plus tard, mais ça nous permet d'améliorer la réutilisabilité des éléments, parce que ce multi-dé, ben, je vais pouvoir m'en servir ailleurs que dans le Monopoly potentiellement. Et les questions à vous poser, c'est, bon, est-ce que j'ai quelqu'un qui pourrait porter cette responsabilité? Si oui, bah, autant lui donner, spécialiste de l'information, faible couplage, forte cohésion, et puis tout ce qu'on a vu précédemment. Mais si j'ai personne, bah, il faudrait que je crée cette entité. Et si je crée cette entité, est-ce que je suis pas en train de trop m'éloigner de ma logique d'affaires? Est-ce que ce multi-dé, il a du sens dans le cadre du Monopoly? Bah oui, parce qu'on passe notre temps à lancer 2 dés. Donc ça paraît logique d'avoir cette notion de... Les 2 dés, en fait, c'est un élément qui fait partie de ma logique d'affaires, sauf que je l'avais pas vu à date. Donc l'avantage immédiat, c'est la définition de l'invention pure, donc c'est faible couplage, forte cohésion. Les limitations, n'en abusez pas, parce que si vous mettez à inventer des objets de partout dans votre conception, eh bien, c'est plus une conception qui reflète les éléments de votre logique d'affaires, donc vous allez augmenter la distance entre votre logique d'affaires et puis votre code, ce qui est quelque chose qu'on voulait minimiser depuis le départ. Et c'est très artificiel, donc il faut le documenter. Quand vous créez des choses qui n'existent pas, il faut que vous expliquiez pourquoi vous les avez créées, et puis il faut surtout que vous expliquiez pourquoi c'était la bonne réponse à votre pourquoi, quel était vraiment l'incentive que vous avez utilisé pour décider que oui, il faut créer cette entité-là à cet endroit-là. On arrive maintenant presque au bout de notre voyage un peu long sur les patrons de conception, enfin les patrons de grasp, donc d'assignation de responsabilité. C'est l'avant-dernier, c'est l'indirection. C'est toujours relié à notre problématique de couplage, qui est vraiment très très forte, et c'est une problématique que vous allez rencontrer souvent, c'est-à-dire que faire des applications fortement couplées, c'est pas dur, mais c'est juste atrocement dégueulasse. Donc on cherche à avoir des applications le plus faiblement couplées. Comment je peux faire pour éviter un couplage immédiat entre plusieurs éléments? Eh bien, ce que propose le patron d'indirection, c'est de dire, on va créer un élément qui représente ce couplage. Fait que les éléments préexistants, bah ils sont pas couplés, ils connaissent juste le truc qui fait le couplage avec tous les autres. En gros, c'est déplacer le problème, c'est reculer pour mieux sauter, mais si on l'utilise à bon escient, ça permet de concentrer le couplage à certains points qui sont des espèces d'hyperconnecteurs qu'on va pouvoir bien identifier dans le système. Par exemple, comment on pourrait faire en sorte, pour l'instant, nos cases et nos joueurs, ils s'acceptent mutuellement, d'accord? Donc on a une case qui va pouvoir récupérer un joueur pour potentiellement faire des actions dessus. Ça couple très fortement la case avec le joueur. Donc comment je pourrais faire pour rendre les cases et les joueurs indépendants? Je vous laisse mettre la vidéo en pause, et puis on en parle juste après. Donc ça, c'est ce qu'on a pour le moment. Notre joueur et notre tuile sont fortement couplés, enfin pas si fortement que ça, mais en tout cas ils se connaissent, parce que la tuile, elle prend en paramètre un joueur. Donc on a toute cette hiérarchie-là, tout ce qui est sous tuile, va avoir besoin de connaître ce qu'est un joueur pour pouvoir travailler. Pour découpler ça, ce qu'on va faire, c'est tout simplement créer des éléments qui représentent cette relation. Comment on peut faire? Eh bien en fait, on va rentrer toute la hiérarchie à gauche qui est la notion d'action. On a notre game qui est composé de joueurs et qui est composé de tuiles. Et puis en fait, on va pouvoir créer des actions. Et les actions, ça va être ce qu'on va faire sur un joueur. Ok? Et notre tuile, elle va avoir pour effet de fabriquer une action. Fait que maintenant, la tuile, elle ne connaît plus le joueur. Parce qu'en gros, quand je déplace un joueur sur une tuile, eh bien, je vais récupérer l'action à appliquer et puis je vais la faire pointer sur le joueur. Donc maintenant, c'est l'action qui pointe sur le joueur. Et en fait, donc mon effet
action être sur la case de démarrage me donne 10 000 $, être sur la case prison me met en prison. Donc, ces actions-là, en gros, vous voyez, elles représentent le couplage entre les classes. Donc, elles ont rajouté un niveau d'indirection. Je n'ai plus le joueur directement couplé aux cases de jeu. J'ai cette notion d'action qui va représenter un joueur, et puis, à travers les actions, à quelle case il est lié. Mais donc, j'ai cassé ce couplage-là. Le récapitulatif, c'est clairement, ça nous permet de découpler des éléments qui avant l'étaient. Mais c'est potentiellement un peu artificiel. Donc il faut vraiment se poser la question, est-ce que j'ai vraiment intérêt d'un point de vue évolution à maintenir séparées ces deux entités? Si oui, il faut que je réfléchisse à un moyen de le faire, et donc ce patron-là, le patron d'indirection, va me permettre de le faire, peut-être de manière un peu artificielle, mais vu que ça doit rester découplé le plus possible, j'ai pas le choix. Les avantages et inconvénients de ce patron-là sont couplage faible et coévolution. J'ai bien identifié comment les éléments sont découplés les uns des autres, j'ai fabriqué ce niveau d'indirection, et donc c'est ce niveau d'indirection qui va me permettre de maîtriser quand je dois faire évoluer les choses en même temps. Je dois faire évoluer les cases, et bien je vais devoir faire évoluer les cases, et puis les actions qui sont reliées aux cases en même temps. Les limitations immédiates, ça complexifie la structure du modèle objet, ça a un coût à l'exécution, parce qu'il faut non plus faire les actions directement, mais passer par l'indirection. Et c'est souvent une solution de facilité. Quand on n'arrive pas à faire un truc, on va rajouter un niveau d'indirection pour arriver à faire le truc. Et donc, il ne faut pas en abuser. Vous voyez que là, ce patron, il commence à avoir pas mal d'inconvénients, mais il ne faut pas rater le bénéfice principal qui est le couplage faible. Si on a identifié que deux éléments devaient être découplés dans notre système, parce qu'ils ont vocation à beaucoup évoluer par exemple, ou être très facilement étendables, extensibles, eh bien il faut faire en sorte que ce couplage faible soit maintenu presque à tout prix. Et donc l'indirection, c'est une manière de faire. On arrive sur le 9e patron et dernier patron, donc cette vidéo interminable est bientôt terminée, qui est le patron protégé des variations. Le patron protégé des variations, c'est grosso modo une extension d'ouvert-fermé. C'est comment on fait pour concevoir des objets qui ne vont pas être impactés par les variations ou l'instabilité d'autres parties du système. Donc, ce qu'on va faire, c'est trouver ce qui varie, et puis l'encapsuler dans une interface qui, elle, va plus bouger. Et donc, on va cacher sous cette interface tous les éléments variables, et faire en sorte que, de l'extérieur, on ne dépende que de l'interface. Typiquement, au Monopoly, donc j'ai des cartes qui ont des propriétés, des pouvoirs spéciaux. Comment je peux faire pour gérer ces cartes spéciales au Monopoly? Je vous laisse mettre la vidéo en pause, et puis on voit ça sur la diapositive suivante. Et bien en fait, ce qu'on va faire, c'est dans notre pile de cartes, donc dans notre jeu de cartes, le deck, on va simplement reposer sur la notion de carte. Et, désolé, cette notion de carte, en fait, on va pouvoir la réaliser comme étant une carte sortie de prison, une carte erreur de la banque en votre faveur qui vous donne de l'argent, et en fait, notre jeu, il ne connaît pas du tout les types de cartes qu'il y a en dessous. Il sait juste que il s'agit d'une carte, et puis ces cartes, elles réalisent elles ont le message, applique à un joueur sur un plateau de jeu. Et c'est tout. Donc là, on est bien protégé des variations, dans le sens où toute nouvelle carte va venir se mettre par relation de réalisation sous l'interface carte. Tout nouveau type de carte, pardon. Ça, c'est ce qui va nous permettre d'anticiper les évolutions. Quand vous débutez en programmation, et puis maintenant c'est plus trop le cas, mais en tout cas au démarrage, vous avez tendance à fabriquer du code fragile, parce que vous n'êtes pas capable d'anticiper ces évolutions-là. Ensuite, une fois que vous avez compris l'intérêt, et bien là vous vous mettez à essayer de faire le truc le plus évolutif et d'anticiper tous les trucs que vous pouvez faire, même les trucs qui arriveront jamais. Et l'étape d'après, et c'est celle-là qu'il ne faut pas rater, c'est d'arriver à choisir vos batailles. D'arriver à dire, ok, le code il est évolutif à plein d'endroits différents, mais si je rends tout super évolutif, ça va devenir extrêmement et atrocement compliqué à utiliser. Donc il faut que je choisisse mes batailles et que je fasse en sorte de mettre l'effort sur les endroits qui ont vraiment de l'opportunité de variation. Et si là il y a de la variabilité, alors il faut que ce truc-là soit bien protégé que mon système soit bien protégé des variations à cet endroit-là. Pour le reste, on verra. Donc les questions à vous poser, c'est pas « Ah, là, il y a un point d'évolution, il faut que je fasse toute une hiérarchie de classes et ainsi de suite », parce qu'on l'a vu, hein, on peut vivre sans la relation de généralisation.
mais c'est plutôt, est-ce que j'ai vraiment besoin de protection ici? Est-ce que j'ai vraiment besoin de me protéger des variations ici? Si oui, alors il faut le faire. Sinon, il faut pas le faire. Et si on ne sait pas, bah, il faut peut-être se donner un petit peu de temps avant de le faire. Parce que sinon, on va potentiellement mettre de l'effort pour des trucs qui servent à rien. Les avantages et inconvénients de ce patron protégé des variations sont assez immédiats. Ça nous donne du code évolutif par construction. Et j'ai bien identifié mes points de variation, donc mes futurs développeurs, ils savent très clairement qu'en se branchant sous ces hiérarchies d'héritage ou de réalisation d'interface, on va pouvoir rajouter des nouveaux comportements facilement dans le système. Limitation immédiate, protéger son code prend énormément de temps, d'accord? Il faut vraiment bien réfléchir à la manière de le faire, parce qu'on l'a vu dans les chapitres précédents, la notion de réalisation et la notion de généralisation, c'est compliqué en fait de faire ça proprement. Et il faut vraiment faire attention à ce que je disais, l'over-engineering, donc ne pas chercher à être super évolutif partout, parce que ça, en fait, ça va vous faire perdre énormément de temps sur le long terme, et ça va fabriquer une base de code qui est pas bonne, parce qu'en fait, elle est pas suffisamment au service des développeurs. Elle a anticipé plein de situations qui arriveront jamais, donc elle va plutôt être embêtante pour les développeurs qui se retrouvent à devoir gérer plein de points de variation qui varient jamais. Donc c'est pas la bonne conception pour faire ça. Voilà qui conclut cette interminable vidéo sur les patrons Grasp. Comme je vous disais, la vidéo est chapitrée, donc vous pouvez vous déplacer d'un patron à l'autre dans la description de la vidéo ci-dessous. C'était pour moi nécessaire de tout mettre dans la même vidéo, parce que faire des capsules de 5 minutes à chaque fois, c'était vraiment bizarre, et puis c'était pas forcément... Là, il y a une sorte de fil conducteur sur le Monopoly aussi qui était intéressante à garder. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, parce que ça était vraiment longue. Et à bientôt pour la suite dans le prochain chapitre.